Les vraies voix, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir qui nous accompagnent pour la dernière de 2021. Philippe Bilger, ancien magistrat essayiste. Céline Revel-Dumas, journaliste et auteur. Caroline Pilastre, consultante handicap visuel. Tous les trois sont à vos côtés. Vous les appelez 0826 300 300 pour réagir sur ce qu'ils disent et sur les débats. Celui qui nous amène vous invite à consulter le compte Twitter de Sud Radio. Répondez à la question, la France aura-t-elle été une bonne élève sur la gestion de la crise du Covid en 2021 ? Et oui, parce que ce soir, tout le monde passe à 2022. Partout sur la planète, c'est la fête, mais on ne fait pas la fête de la même manière. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. C'est si beau, ça apporte tellement... Finalement, on réécoute les chansons et on écoute les paroles. Là, c'est les années 70 et on se dit, bah tiens, voilà, on est dans le débat. C'est Frédéric Bizard, économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé qui va nous éclairer. Bonsoir Frédéric Bizard. Bonsoir. La question, vous l'avez entendu, hein, la France aura-t-elle été une bonne élève sur la gestion de la crise du Covid ? Il y a plusieurs thèmes, évidemment. Il y a l'économie, il y a le social, il y a la vaccination, il y a le pur médical. Vous, d'un point de vue économique, déjà, par rapport aux voisins, la France, bonne élève ou pas ? Bon, globalement, la France n'a pas été une très bonne élève quand on regarde les classements qui sont faits, notamment l'analyse du Conseil, l'étude du Conseil d'analyse économique là, de novembre 2021 d'Algan et Cohen est probablement le document avec la méthodologie la plus robuste qui montre que la France est 26e sur 38 pays étudiés. Donc forcément, c'est pas une bonne place. Et notamment, cette étude utilise un indice qu'on appelle un indice de sacrifice, c'est-à-dire qui associe en fait le sanitaire et l'économique, hein, la surmortalité générée par la crise et l'impact économique. Ce qu'on voit, c'est que la France a très mal démarré. Le premier semestre 2020 a été vraiment un effondrement de l'économie comme dans la plupart des autres pays, mais aussi une crise sanitaire qui a été marquée par beaucoup plus de mortalité. Le deuxième semestre a été un rebond fort de l'économie avec une performance sanitaire qui a été moyenne. Et le premier semestre 2021 et le deuxième semestre 2021, l'année 2021, la France est plutôt dans la moyenne. Bon. Donc, à partir de là... Ça s'est amélioré, mais par rapport aux autres, on ne crie pas... personne ne peut, mais si vous voulez, je pense qu'il faut victoire, regarder. On ne va pas avoir le temps de parler de tout. Il y a eu des bonnes choses qui ont été réalisées, notamment cette vaccination dans un pays qui était plutôt réticent à la vaccination. On a réussi à faire prendre conscience que c'était vraiment une arme importante. À mon avis, on a une stratégie qui est beaucoup trop sur le tout vaccinal, mais le vaccin, il n'empêche, est une arme absolument indispensable. Il y a des effondrements. Il y a véritablement des points qui sont des effondrements assez inquiétants. Notre recherche médicale, notre industrie pharmaceutique, le manque de confiance dans les institutions, le manque de confiance dans la science, l'instrumentalisation politique d'une crise sanitaire, c'est-à-dire l'incapacité de la société à prendre un petit peu, quand je dis la société, c'est aussi bien ses dirigeants, ses influenceurs que d'autres, à prendre un petit peu de recul pour essayer de trouver des solutions communes quand même dans une situation qui est particulièrement, je dirais, inquiétante pour l'ensemble de la société. Bon, tout ça, c'est clair, si on est objectif, ce ne sont pas des bons points pour le pays. Frédéric Bizard, on fait le tour avec nos vraies voix. Philippe Bilger. Frédéric Bizard, est-ce que vous accepteriez cette vision très schématique de ma part ? Au passif, une crise hospitalière terrible avant même le début de la pandémie. Le début de la pandémie, une gestion fondée sur beaucoup de mensonges et de manipulations. Et dernier élément du passif, le fait qu'apparemment, le pouvoir n'a tiré aucune conséquence structurelle de la crise de l'hôpital. Et à l'actif, je dirais, alors qu'on était mal parti, une réussite pour la vaccination. Frédéric Bizard.
Oui, alors, vous savez, moi, j'ai créé un institut de recherche il y a 3 ans pour la refonte du système de santé. Donc, il faut bien voir que le Covid n'est strictement pas responsable de l'effondrement de notre système de santé en général et de notre système hospitalier en particulier. Vous l'avez dit, il y avait déjà une crise avant, mais sauf que là, on a un problème quand même de responsabilité des politiques, parce qu'on a laissé quand même le système s'effondrer, et qu'il y ait une crise ou pas, le système était en train de s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'il a été pensé il y a 70 ans dans un monde qui a radicalement changé, où on pensait que tout se faisait à l'hôpital. Or, on voit bien que même dans une crise sanitaire, mais c'est encore plus vrai pour les patients chroniques, 80% des personnes meurent aujourd'hui d'une pathologie chronique, c'est-à-dire sont soignées principalement hors de l'hôpital. On a tout fait porter sur l'hôpital, y compris d'ailleurs les urgences non vitales. Donc on a un hôpital qui est devenu, en plus on l'a suradministré parce qu'on a pensé qu'on allait lui permettre de faire des économies en mettant la technostructure à la tête de la gouvernance. Donc, si vous voulez, enfin, il n'y a vraiment aucune surprise. Et j'entends que M. Castex est surpris de la rapidité de l'effondrement de l'hôpital, mais bon, il fallait un petit peu regarder les choses avant. Donc, mais la bonne nouvelle dans cette mauvaise nouvelle, c'est que la refonte d'un système de santé se fait selon une logique de crise. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué, les politiques n'aiment pas mettre la main dans cette refonte-là. Donc, il faut malheureusement qu'il y ait un système qui soit par terre. Et ce que j'espère, c'est que par contre, dans les semaines qui viennent, avec la campagne présidentielle, mais on voit que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, on va véritablement mettre ce sujet-là sur la table pour qu'il y ait un vrai débat démocratique. Parce que là où on peut être optimiste, c'est que la France garde un potentiel en matière de qualité de ses professionnels de santé, en matière de qualité de ses chercheurs et en matière de qualité potentielle de sa production pharmaceutique, qui fait qu'on peut faire redémarrer les moteurs de façon assez rapide. Mais là, pour le moment, ils sont quand même très largement éteints. Bien, vous continuez des idées déjà, alors des pistes. Hein. Franchement, je pense même que votre vote est quand même là, un petit peu influencé dans une direction par Frédéric Bizard. Est-ce que la France a-t-elle été en 2021 une bonne élève dans la crise pour gérer la crise du Covid ? Vous continuez d'ailleurs, je précise que tout à l'heure, la France elle a pris cher dans la consultation sur le compte Twitter Sud Radio, puisque vous pensez qu'à 96%, la France ne va pas dynamiser l'Union européenne en prenant sa présidence. Qu'est-ce qu'on va avoir comme pourcentage ? C'est pas la fête de la France quand même ce soir. Qu'est-ce qu'il en pense, Basile ? On a Basile, je crois, depuis Rouen, qui lui voulait revenir sur l'OMS. Une petite réaction pour, comme vous êtes amené à le faire, chers auditeurs, pour alimenter le débat. Bonjour Basile. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Bonsoir Basile. Alors, vous, OMS, réaction ? Alors, je vais un peu prendre la question au mot. Quand on dit est-ce que la France a été une bonne élève, moi, en faisant référence à ce qu'avait dit Philippe un peu plus tôt, où je suis pas médecin non plus, je vais me demander quelle est la personne de référence par rapport à l'élève, quel serait le professeur. Et pour moi, la personne de référence, c'est l'OMS. Exact. Et donc, je me dis que c'est la personne, c'est la référence dont il faut absolument suivre les consignes. Et je pense que la France n'a pas respecté les directives de l'OMS, notamment par rapport à sa stratégie vaccinale, où avec l'imposition du pass sanitaire et maintenant du pass vaccinal, elle n'a pas suivi les conseils de l'OMS qui disaient « vaut mieux convaincre que contraindre ». Donc, à mon avis, ça a provoqué une panique encore plus grande et ça fait perdre beaucoup de points à la copie de la France, parce que on parle déjà beaucoup des variants du virus de la Covid-19, alors qu'on parle pas beaucoup des variants de la grippe, par exemple. Et moi, je vous avoue que j'y connais déjà pas grand-chose aux variants de la grippe, mais je comprends encore moins quand on me parle des variants de la Covid-19. Donc je pense qu'on parle beaucoup de choses, on n'était pas forcément tous d'accord au départ. En plus, avec un Premier ministre qui, en juillet dernier, nous disait que la vaccination nous permettait qu'on n'attrape plus le virus, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut l'attraper, mais on n'aura pas de forme grave. Donc effectivement, oui, on a bien compris, Basile, effectivement, votre démarche très intéressante en partant de l'OMS. Bon, on sait aussi, on vient d'en parler avec Jean-Paul Stahl, qui est professeur, on sait aussi qu'on ne sait pas tout, donc quand même à mettre au crédit de nos politiques. Avant de demander son avis à Frédéric Bizard, je veux faire le tour de table avec Céline Revel-Dumas. Écoutez, moi je dirais plutôt que ce sont les Français qui ont été bons élèves et pas franchement le gouvernement. Le gouvernement a tâtonné, effectivement a dit des choses, le président de la République a dit des choses sur lesquelles il est revenu en permanence, ça n'a été que ça pendant 1 an. Quelque chose, finalement, on avait une information dans le sens où le président de la République nous disait quelque chose et on pouvait savoir que c'est exactement le contraire qui allait se passer. Alors là-dessus,
Ça n'a fait aucun doute. Pas systématiquement. C'est vrai qu'il y a eu des paris politiques, mais au bout du compte, par exemple, on a eu très peu de fermetures d'écoles par rapport à nos voisins. Oui, enfin, on pourrait égrener le nombre d'informations qui ont été sur le fait de taux de pauvreté aussi qui n'a pas baissé avec la prise en charge. Quand même, on a un État qui a soutenu le peuple français économiquement. Par exemple des masques ou par exemple de l'attitude eu égard au vaccin. Mais en tout cas, eux, les Français se sont fait majoritairement vacciner. Le gouvernement le dit lui-même, effectivement, c'est une des populations les plus vaccinées au monde. Donc, alors la 24e, je vous interromps, mais c'est important, la 24e nation, le premier pays, c'est le Chili, avec 94%. La France est à 77,2%. Ce sont des données Google. Nous sommes devant l'Allemagne et la Grande-Bretagne. On a la preuve même que le gouvernement ne dit pas exactement la vérité. Toujours est-il que, pour revenir sur des problèmes structurels dont parlait notre intervenant, là aujourd'hui il y a une tribune qui a été publiée sur le Figaro.fr, une tribune collective de plus de 100 médecins réanimateurs pour demander à Olivier Véran de lever les tensions sur le recrutement des médecins. En fait, on s'aperçoit qu'il manque encore 329 postes de médecins réanimateurs vacants. Donc ça veut dire que malgré le Ségur de la santé qu'il y a eu en 2020, ça veut dire 30 milliards d'euros quand même consacrés à l'hôpital. 19 milliards apportés par le Ségur. 30 milliards en tout avec les 10 milliards de dettes salariales plus les 19 milliards sur le financement structurel. On s'aperçoit que ça ne suffit pas. Et surtout, il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est le nombre de lits. On entend que parfois qu'il y a moins de lits que l'année dernière, parfois qu'il y en a plus. Et là-dessus, j'aimerais bien que notre intervenant nous réponde parce que c'est pas tout à fait clair cette histoire de lits. Frédéric Bizard. Alors, d'abord, je suis d'accord avec madame que les Français ont plutôt été bons élèves, et ça c'est important parce qu'on n'a pas de culture de santé publique dans notre pays. On a un système de soins qui est entièrement centré sur le curatif et sur l'hôpital, qui fait qu'on n'a jamais développé une culture de santé publique. Et les Français ont eu du mal, mais véritablement en 2021, moi je suis assez étonné, évidemment c'est pas le cas de 100% de la population, mais de la résilience, du civisme des Français par rapport aux gestes barrières et à la lutte contre cette pandémie. En revanche, c'est vrai, et je pense qu'il faut, on peut faire le procès du gouvernement, mais c'est plutôt l'incapacité du monde politique en général à avoir tiré les leçons de cette crise et mis en place une démocratie participative pour prendre les décisions. Vous dites qu'il y a beaucoup d'incertitudes, c'est une réalité, mais c'est pour ça, quand vous êtes dans un monde avec plein d'incertitudes, vous ne faites pas un conseil de défense sanitaire où vous attendez que la fumée blanche et une série de décisions qui sont souvent ubuesques, comme ça a été le cas il y a quelques jours. Forcément, vous ne pouvez avoir dans ce monde d'incertitude qu'une recherche de négociation, de consensus, de discussion en prenant les moins mauvaises solutions, puisqu'il n'y a pas de solution parfaite. Donc je pense qu'on n'a tiré aucune leçon de cette situation-là. On n'a tiré aucune leçon en effet de cette crise de l'hôpital, encore une fois, qu'on connaît par cœur depuis 10 ans. Alors c'est pas qu'un problème de lit aujourd'hui, c'est un problème de ressources humaines, c'est un problème de personnel paramédical et de médecins. Vous savez qu'un lit, ça n'a pas une valeur énorme en soi. Ce qui a de la valeur, ce sont les personnes qui permettent aux malades d'être correctement soignés. Donc il faut plutôt être, si je peux me permettre, mais plutôt être inquiet sur la perte d'attractivité, l'épuisement du personnel médical. Croyez-moi, les lits, c'est pas un problème. Mais justement, pourquoi manque-t-il 329 postes de médecins réanimateurs vacants, justement ? Mais madame, il y avait déjà un taux de vacances de 30% du personnel hospitalier. Pourquoi ? Parce que les conditions de travail, l'environnement de l'hôpital sont aujourd'hui d'un tel niveau de dégradation, de faible valorisation. Et ça, c'est pas un hasard. On a complètement démédicalisé la gouvernance interne de l'hôpital. Il y a plusieurs sujets, mais je peux vous prendre celui-ci. Oui, alors effectivement, mais c'est assez vaste, Frédéric Bizard. On a d'ailleurs déjà un petit peu parlé. Il faut comprendre pourquoi les médecins n'ont plus envie de travailler dans un environnement. C'est quand même bien sûr, il y a aussi la question du numerus clausus, etc., etc. Mais je voudrais que Caroline Pille... C'est pas ça. Non, mais attendez, faut pas tout mélanger. On a fait non, je ne mélange pas. Je suis juste en train de dire, Frédéric Bizard, qu'on a parlé de la question avant-hier de l'hôpital. Donc c'est pour ça, effectivement, ce que vous dites est très intéressant. On l'a déjà évoqué. Je voulais que tout le monde puisse parler. Ça n'a pas encore été le cas de Caroline Pilastre sur la question. Et je voulais vraiment revenir sur la question. Le gouvernement a-t-il tout fait mal dans la gestion de cette crise en 2021 ? À la décharge de la Macronie, on naviguait encore plus à vue il y a 2 ans. Il y a eu quand même le chômage partiel. On est un des seuls pays à l'avoir mis en place. Donc ça a été une bonne chose. Maintenant, le PGE va devoir être remboursé. Mais là où c'est très mal conduit,
la majorité, c'est effectivement concernant le personnel soignant. Je vous rappelle, juste pendant la grosse période du confinement, que beaucoup de soignants avaient en guise de blouse des sacs poubelles. 7e puissance mondiale. J'ai l'habitude de le rappeler régulièrement dans les médias. Donc là où véritablement il y a un problème, c'est ce qu'on dit tous à l'arrivée, on fait tous le même constat, c'est sur la fermeture des lits en réanimation, le fait que le personnel soignant soit c'est cette crise de l'hôpital dont tabou. on parlait avec Frédéric Bizard. Exactement. Il y en a qui sont covidés, il y en a qui sont cas contact, il y en a qui ont dû se reconvertir parce que burn-out est pour cause. Ils ont vu des malades décliner ou mourir. Donc beaucoup veulent faire totalement autre chose. Pour le peu de salaire qu'ils ont mensuellement, il y a besoin d'une revalorisation et pas des 100 € qui ont été proposés il y a quelques jours par Monsieur Véran. C'est carrément un pansement sur une jambe de bois. Donc c'est vraiment axé sur l'hôpital et on n'aurait pas été autant reconfiné si notre hôpital public avait pu suivre. Mais ça, c'est la responsabilité des politiques depuis 40 ans et la Macronie n'a fait que creuser encore un peu plus cet abîme. Philippe Bilger, si mauvais élève que ça dans tous les domaines quand même? Non, tout à l'heure, de manière très schématique, Frédéric, j'ai indiqué que pour le profane que j'étais, j'avais trouvé que la phase de la vaccination, après des débuts et je dirais un intermédiaire pas très brillant, avait laissé espérer un peu plus de cohérence qu'avant. Mais c'est sûr que la France n'est pas en tête, hein, en dépit de la gloire qu'on s'accorde très volontiers lorsqu'on est en gestion des affaires publiques. Bon, on peut rappeler que tout le monde commence son réveillon. Alors les Néo-Zélandais ont été les premiers, les Américains seront les derniers. Enfin, je dis pas de tous les pays, hein, bien sûr, mais on a sur cette question de la vaccination, Frédéric Bizard, on en parlait, des situations qui sont particulièrement affolantes. Et je pense au cas du continent africain. Hormis le Maroc, qui est un bon élève, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Cap-Vert, je ne vais éviter personne, le Rwanda, mais tous les autres, c'est en dessous des 20%. Là aussi, c'est terrible. Oui, alors la France n'est pas directement responsable de cette situation, mais là où, certes, sur le plan du service, la France a plutôt bien réagi avec un taux de vaccination qui est tout à fait correct aujourd'hui, mais là où la France est totalement absente, et je rappelle que la France est un des pays pionniers dans la vaccination, hein, l'Europe, avant la crise, l'Europe produisait à peu près 80% des vaccins dans le monde, donc la France, dans l'Europe, est vraiment un des pays leaders dans la vaccination. Or, nous sommes absolument absents de la recherche, et je rappelle qu'on sortira de cette crise très probablement grâce à la recherche et l'innovation avec des vaccins qui probablement couperont à un moment donné les chaînes de contamination et seront davantage multivalents pour éviter qu'à chaque nouveau variant on doit se refaire vacciner. Mais tout ça, c'est de la recherche qui est en cours partout dans beaucoup de pays développés, mais en France, on n'est strictement rien. J'avais proposé de créer un Airbus de l'ARN messager, c'est-à-dire un consortium public-privé autour de l'ARN messager il y a plus d'un an à l'État. Peut-être qu'il y a de meilleures idées. C'est 150 millions d'euros pour créer ce type de consortium. Je pense que si depuis un an, on avait mis toutes les forces vives françaises pour développer de nouveaux vaccins, encore une fois, avec ces partenariats-là, je pense qu'on compterait davantage. Donc COVAX est un échec parce qu'il y a véritablement les pays développés qui se servent avant et l'Union européenne dont on dit que c'est une grande victoire d'avoir réussi à mutualiser et donc à permettre de vacciner abondamment les différents pays membres. Là où c'est un échec, c'est que justement, cette mutualisation donnait un rapport de force à l'Union européenne pour négocier avec les laboratoires, le fait que, par exemple, un vaccin acheté pour l'Union européenne correspondait à un vaccin acheté pour les pays pauvres. Or évidemment, comme les vaccins sont vendus 10 fois moins cher pour les pays pauvres, c'est évident que si vous ne tordez pas le bras un petit peu des laboratoires producteurs, ce n'est pas les laboratoires qui vont vous proposer ce genre de deal. Très intéressant, ouais, effectivement, très intéressant. Et on pourrait rester des minutes, vous me voyez venir, hein, Frédéric Bizard. Je vous remercie, économiste spécialiste des questions de protection. C'était très clair. Bon, vous avez quand même un petit peu aidé la tendance. C'est 95% de la part de ceux qui ont participé à la consultation qui ont dit non. Bon, on peut imaginer que ceux qui en général sont plutôt satisfaits se font un peu moins entendre. J'ai essayé de faire leur porte-parole, hein, ce qui ne veut pas dire que je suis satisfait, moi je suis neutre. C'est enfin, bonnet d'âne pour le gouvernement. Allez, n'oublions pas que ce soir c'est toute la planète qui va essayer de réveillonner. Bravo.